Un plaisir de vous retrouver pour la rubrique 26 minutes en Afrique et dans le monde. Mesdames et messieurs, bonjour. Une fois encore, nous allons parler des actualités hors de nos frontières. Oui, le continent africain continue de redéfinir ses alliances et sa stratégie de sécurité. C'est le cas avec le Mali qui lance le projet d'un corps africain pour renforcer une défense collective sans ingérence occidentale. Et bien sûr, nous allons en parler avec nos invités déjà installés. J'ai à ma gauche Régis Arossi. Régis Arossi, vous êtes analyste géopolitique. Bonjour. Bonjour Maël, bonjour Gaston et bonjour à nos téléspectateurs. Ah oui, en face de vous, Gaston Joy Agbo, qui est également analyste géopolitique junior. Bonjour. Bonjour Madame Maël, bonjour Monsieur Régis. Alors, je me tourne vers vous, Régis Arossi, pour commencer. Le Mali a annoncé la création d'un corps africain composé de forces régionales pour lutter contre le terrorisme. Quelle est la vision stratégique derrière ce projet? Alors, il faut dire que sur le plan continental et notamment ou plus précisément sur le plan régional, les pays de l'Afrique de l'Ouest et les pays du Sahel notamment se retrouvent confrontés à un défi sécuritaire assez, on va dire, préant et assez remarquable ou qui demande quand même une grande attention qu'est le terrorisme. Et c'est un mal, un défi sécuritaire que les pays ou les États de cette région sont appelés à endiguer ou à trouver des solutions pour pouvoir éliminer le mal tel qu'il le faut. Et cela nécessite une certaine collaboration, une certaine stratégie, une certaine ingéniosité dans les stratégies, dans les astuces qu'on utilise sur le terrain pour combattre le mal. Et le Mali se retrouve au cœur donc de ce défi et on se rend compte que dans ce contexte, on a vu beaucoup d'attaques récemment encore dans la région et le Mali a dans sa stratégie trouvé utile donc d'apporter un certain soutien, une certaine valorisation et de quitter un point A à un point B en matière de compétences sur le terrain, en matière de formation, en matière d'équipement. Et c'est cela qui nécessite des nouveaux partenariats, de nouvelles manières de faire les choses pour pouvoir aider le Mali dans sa stratégie et au-delà de cela, les pays de l'AES, notamment le Niger et le Burkina Faso. Alors, donc, quand on parle ici d'un corps africain, bon, moi je pense beaucoup plus, ou ça fait référence beaucoup plus à l'Africa Corps, c'est-à-dire C'est un peu comme un cette... substitut. Oui, est-ce que c'est un substitut? Bon, je pense beaucoup plus à cette entité-là, à ce groupe qui qui est constitué donc de tout ce qui est arsenal russe, c'est-à-dire les aides russes, les forces russes ou un soutien en matière d'effectifs russes qui pourra aider à apporter une nouvelle touche à la stratégie malienne pour aborder cette question-là. C'est beaucoup plus à ce élément-là que je pense quand on parle de Africa Corps. Et c'est vrai que sur le terrain, il y a la FAMA, c'est-à-dire les forces ou les FAMA, les forces armées maliennes qui essaient dans leur politique aussi de pouvoir entrer dans une nouvelle dynamique de formation pour pouvoir répondre à cette problématique. Merci à vous. Alors, Gaston Joy Agbo, pourquoi cette défense dite collective et sans ingérence occidentale? Oui, il faut déjà clarifier certaines choses. C'est déjà le Mali qui est un pays de l'Afrique de l'Ouest et pas un des moindres parce que c'est un pays qui est quand même assez vaste qui a une superficie de plus de 2 millions de kilomètres carrés. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme et le pays a rencontré par le passé, ou je dirais continue quand même de rencontrer certaines difficultés quand il s'agit de contrôler l'entièreté de cette superficie-là et pour ce qui est de la sécurité de ce territoire.
Et je pense que c'est beaucoup plus dans ce cadre-là que le Mali actuellement a essayé de voir dans quelle mesure collaborer avec d'autres partenaires, parce qu'on a vu par le passé les acteurs occidentaux qui étaient quand même au Mali et qui collaboraient avec le gouvernement malien pour ce qui est de la sécurité et de la lutte essentiellement contre le fléau du terrorisme. Mais les résultats, selon les autorités maliennes, n'ont pas été vraiment satisfaisants et c'est cela qui a amené les autorités maliennes depuis 2020, après les coups d'État, à revoir ou reconsidérer la manière dont les autorités maliennes collaborent désormais avec les grandes puissances pour ce qui est de la résolution de cette situation sécuritaire. Et c'est beaucoup plus dans ce cadre qu'on a eu l'arrivée de Wagner au Mali. En 2021 déjà, Wagner s'est installé et a commencé déjà par mener quelques actions. Mais après, au vu de tout ce qui se passe sur le terrain, on a vu que la population malienne, qui est déjà une population assez jeune, et consciente, parce que la population malienne s'est montrée beaucoup plus intéressée désormais à la chose publique, à la chose politique, et donc désormais la population s'engage et fait partie ou bien arrive à quand même à travers des mécanismes faire porter sa voix pour quand même faire entendre ses besoins. Et donc beaucoup plus dans ce sens, la population a commencé par décrier déjà les actions du groupe Wagner. Il est vrai que ce groupe a eu à faire des exploits. Quand on prend par exemple ce qui s'est passé à Kidal, la libération de cette région qui est beaucoup plus stratégique pour le Mali, mais il y a encore des choses à faire parce que le groupe a connu des revers beaucoup plus, toujours dans le cadre de l'exercice des actions pour l'accomplissement de ces objectifs. Et pour revenir à votre question, pour la question d'ingérence, il est vrai que les juntes au pouvoir, depuis leur arrivée au pouvoir après le coup d'État, ont commencé par décrier une certaine ingérence des forces occidentales qui étaient présentes sur le territoire. Et c'est cela d'ailleurs qui les a amenés à reconsidérer la manière dont ils collaborent avec ces forces-là. Et donc désormais, c'est beaucoup plus dans une mesure ou dans un objectif de diversification, de collaboration que nous avons désormais l'Africa Corp, qui est quand même un autre groupe et qu'il va falloir débattre de cela en profondeur. Merci à vous, Régis Arossi. Ce projet est-il crédible? Alors déjà, il est important de faire une certaine clarification. J'ai l'impression qu'on est en train de confondre les concepts. C'est-à-dire quoi? Le Mali ne crée pas un concept, un nouveau concept de corps africain. Ce qui est présent... Oui, bon, ce que je veux faire remarquer, c'est que l'Africa Corps, c'est déjà une entité. C'est-à-dire un groupe, on va dire, un griffe paramilitaire qui a l'arsenal nécessaire et qui est aujourd'hui affilié au gouvernement russe. C'est-à-dire on avait sur le terrain le groupe paramilitaire Wagner, qui était un groupe privé en principe, avec à sa tête Prigojine. Et à un moment donné, le leader de ce groupe paramilitaire a trouvé la mort, ce qui a affaibli le groupe donc dans ses activités et notamment aussi sur le plan africain. Et dès ce moment-là, on a vu que la relation qu'il y avait entre Wagner, qui n'était pas du tout formelle avec le gouvernement russe, entretenait une certaine ambiguïté sur le terrain jusqu'à un moment donné. Et aujourd'hui, l'Africa Corp vient comme une nouvelle dynamique, une nouvelle entité qui essaie de rentrer dans un cadre beaucoup plus formel. Et là, on a une chaîne de commandement qui est liée au gouvernement russe, au ministère de la Défense russe, donc qui permettra désormais, dans le cadre de la collaboration militaire entre le Mali et le gouvernement russe, de pouvoir répondre aux sollicitations sur le terrain, aux défis sur le terrain. Donc je pense que c'est beaucoup plus dans ce cadre-là, dans ce cadre conceptuel, si, sauf erreur de ma part, donc
que se retrouve ce concept de Africa Corps. Et donc, pour moi, quand on parle aujourd'hui de changement de voie ou bien de stratégie en matière de partenariat sur le plan militaire, c'est vrai que sur le terrain, on le remarque parce que au début, c'était les forces occidentales qu'on retrouvait beaucoup plus sur le terrain avec l'opération Barkhane, avec des coopérations qu'il y avait entre la France et le Mali et d'autres pays de la région qui ont été donc appelés à se retirer de cette région. On voit clairement que tout ce qui était influence, élément, arsenal français ou occidental a quitté le terrain et qu'on se rapproche beaucoup plus d'une certaine dynamique russe. Donc c'est beaucoup plus dans cette, je vais dire, dans cette précision ou dans cette clarification que moi je pense que cette stratégie est en fonction des résultats que le gouvernement malien a pu obtenir sur le terrain parce qu'ils se sont dit que si depuis ces années, les troupes occidentales n'ont pas pu faire le travail, essayons de trouver une autre stratégie. Maintenant, est-ce que tous les paramètres ont été pris en compte? Parce qu'il faut vous rappeler que le terrorisme est... Quand on parle le cas, le domaine logistique, par exemple, est-ce que l'Afrique est prête financièrement, logistiquement, à accompagner cette autonomie militaire? Ce qui est sûr par rapport à cette question, c'est que la question du terrorisme et le domaine militaire nécessitent beaucoup d'investissements. Et à vrai dire, les gouvernements africains n'ont pas forcément tout ce qu'il faut en matière de finances pour pouvoir résoudre ou avoir tout ce qui est nécessaire, tout l'arsenal en matière d'équipement pour pouvoir répondre aux questions. Et parfois même, on se rend compte sur le terrain que les groupes qui menacent la sécurité de l'État ont parfois même des éléments ou des équipements qui peuvent tenir tête aux forces de l'armée régulière. Et donc, c'est dans ce cadre-là, puisque un État uniquement, de façon unilatérale, ne peut pas répondre seul à la question, qu'on essaie de chercher des collaborations. Et ces collaborations peuvent être de façon bilatérale ou ça peut être dans un cadre multilatéral. Et c'est là qu'on appelle la coopération des mécanismes régionaux pour pouvoir répondre à la question. Mais là encore, on se rend compte que les ressources qu'il faut mettre à disposition et la méthode qu'il faut pour répondre aux questions, c'est assez difficile de pouvoir les mettre en place pour pouvoir répondre à ces questions-là. Et donc, on se tourne beaucoup plus vers des partenaires dont on sait que ce sont des puissances en matière militaire, en tout cas sur le plan économique, ce sont des puissances qui ont de la ressource qu'ils peuvent mettre à disposition et qui sont prêtes à mettre ces ressources-là à disposition. Et donc, en fonction des stratégies de partenariat qui sont mises en place, on peut trouver des points d'entente pour que ces ces puissances mondiales puissent nous aider dans la coopération militaire. Et c'est là, c'est à ce niveau que le Mali, comme d'autres pays aussi, se tourne vers parfois la France, les États-Unis et plus récemment vers la Russie. Merci à vous. Alors, Gaston Joy Agbo, le corps africain est-il de cette façon le début d'un nouveau modèle panafricain de défense? Bon, c'est vrai que dans ses propos, Régis explique que bon, le corps africain s'est basé déjà sur l'existant pour prendre corps, mais est-ce que dans sa structure, est-ce que cela définit un nouveau modèle? Oui, déjà, je vais rejoindre M. Régis par rapport à la clarification qui est déjà de différencier ce qu'on appelle l'Africa Corps ou le corps africain d'un modèle panafricain parce qu'il s'agit beaucoup plus là d'une entité qui est en tout cas contrôlée par le gouvernement russe. Et déjà, il faut noter que au Mali, par exemple, ce n'est pas après Wagner que ce groupe a commencé ses activités. Parce que déjà, en 2024, il y avait déjà l'Africa Corps qui a commencé à mener quelques actions, quelques activités, bien que Wagner soit encore présent sur le territoire malien. Il y a quand même des activités liées à la sécurité des autorités et également à la formation des personnels militaires pour ce qui est de la lutte contre le terrorisme
Et en ce moment-là, Wagner était là juste pour les missions sur le terrain, les attaques, combattre efficacement les terroristes sur le terrain. Et donc, je pense qu'actuellement, il s'agit beaucoup plus d'une transition qui a déjà été effectuée, je dirais, parce qu'en temps, il y avait déjà eu l'Africa Corps qui était opérationnel déjà au Burkina Faso, puis après au Niger. Et donc, actuellement, on voit l'Africa Corps qui est au Mali, mais c'est beaucoup plus dans le cadre d'une réorganisation de la présence russe en Afrique. Cela n'a pas encore forcément rapport avec le panafricanisme parce qu'il s'agit beaucoup plus là de l'influence russe qui continue. Parce que à travers Wagner, les Russes essayaient déjà d'avoir une certaine influence sur les États africains, en commençant par les États de l'Afrique de l'Ouest qui étaient ou qui ont montré une certaine fragilité dans leur lutte contre le terrorisme. Et donc, la Russie essayait à travers cette entité privée-là, contrôlée à l'époque par Prigojine, d'asseoir une certaine domination ou pour quand même contribuer à la lutte contre ce fléau dans... Pourquoi donc un pseudonyme aussi évocateur que Africa Corps? Oui, je pense que, comme je le disais, c'est beaucoup plus pour étendre l'influence russe en Afrique. Parce que vous savez, quand Wagner était là, il y avait des États africains qui avaient des réticences pour ce qui est de la collaboration avec la Russie. Je prends l'exemple du Tchad, par exemple, qui, avec Wagner, ils ne se sont pas entendus parce qu'il y a eu des exactions qui ont été décriées par les populations sur les territoires sur lesquels Wagner opérait, et donc les autorités tchadiennes ont eu quand même une certaine réticence à collaborer directement avec ce groupe-là, et donc ils voulaient quand même collaborer avec la Russie directement. Donc je pense que actuellement c'est beaucoup plus dans ce cadre-là. La Russie a essayé de mettre en place ou à profiter de ce qui s'est passé, de la situation sur le terrain avec Wagner, pour mettre en place Africa Corps, qui est aussi même composé, selon les experts, en majeure partie des membres ou des soldats qui ont servi pour le groupe Wagner. Donc c'est beaucoup plus pour étendre l'influence russe en Afrique, mais sous une autre manière, en réorganisant la manière dont les entités qui sont liées à la Russie et qui opèrent dans les pays africains fonctionnent. Merci à vous. Alors, Régis Rossi, que peut-on attendre de plus de ce corps africain qui se développe? Oui, ce qu'il faut attendre de Africa Corps, je pense que c'est assez évocateur, ou c'est assez clair, parce que les besoins des gouvernements qui sollicitent donc cette collaboration sont assez clairs, comme je le disais. Et déjà, comme M. Gaston l'a évoqué, on se retrouve dans un cadre où Africa Corps avait déjà commencé par exister, et c'était pratiquement une nécessité pour la Russie donc de constituer donc cette nouvelle dynamique là, cette nouvelle manière d'organiser son partenariat avec les États africains. Et donc je pense que à ce niveau on se rend compte donc que Africa Corps a tous les moyens disponibles dans un cadre beaucoup plus formel que le groupe Wagner, parce que c'est ça, c'est toute la différence, c'est là que se retrouve la différence. Avec le groupe Wagner, on avait des appréhensions, on n'avait pas un cadre formel donc de lien avec la Russie, même si dans les analyses on se dit que c'est la Russie qui soutient le groupe Wagner, que le groupe Wagner est aidé par la Russie. On se rend compte que ce n'était pas formel, et donc pour formaliser donc ce partenariat avec les États africains, on a donc dû, la Russie a donc dû, pour son influence sur le territoire, ou en tout cas pour sa diplomatie et son soutien aux pays africains, la Russie a donc dû mettre en place ce mécanisme-là, donc d'Africa Corps. Et qu'est-ce qu'il faut attendre donc de cette entité? C'est justement ce que peut apporter la Russie
aux pays africains. Et notamment dans le cadre du Mali, c'est notamment d'abord la formation. Dans le cadre de la formation, les experts russes, avec leur expertise, pourront aider, former les troupes maliennes sur certaines dynamiques ou certains aspects que peut-être sur le plan de l'expérience, les troupes maliennes n'ont pas. Ensuite, au niveau de l'équipement de l'arsenal, je pense qu'avec ce partenariat, on pourrait avoir une certaine collaboration qui permettrait donc au Mali de disposer des ressources sur le plan logistique pour répondre aux attentes sur le terrain. Et en troisième position, et je pense le plus important, c'est le renseignement, parce que il ne faut pas oublier que le renseignement est un aspect sur le plan militaire qui coûte assez cher, et quand vous n'avez pas de l'expertise, il est presque impossible de pouvoir faire un renseignement efficace. Et donc, si la Russie, grâce à son expérience dans le domaine, peut aider les gouvernements africains à travers donc cette entité Africa Corps, je pense que c'est tout bénéfique pour ces États-là. Donc, c'est ce que je pense que grâce à ce partenariat qui rentre beaucoup plus, qui s'inscrit beaucoup plus dans une dynamique d'un aspect assez formel. Je pense que c'est tous ces éléments-là que cette entité peut apporter au Mali. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous venons là de brosser tant soit peu les contours de ce corps africain dénommé corps africain Africa Corps qui se développe. Nous allons faire une ouverture sur cette actualité au Rwanda et je vais ouvrir avec vous Gaston Joy Agbo. Kigali reproche à la CEAC de s'être compromise dans les tensions autour du processus électoral en RDC. S'agit-il d'une fracture diplomatique? Oui, déjà, il faut déjà dire c'est quoi la CEEAC, c'est déjà la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui regroupe quand même 11 États membres dont le Rwanda et la RDC. Et quand on voit la situation sécuritaire en Afrique centrale actuellement, nous voyons le conflit entre la RDC et le Rwanda qui prévaut et qui est quand même déjà source de division au sein de cette région de l'Afrique. Et c'est toujours dans ce contexte-là que survient actuellement cette actualité. Et on parle d'une présidence qui a été refusée au Rwanda parce que le samedi dernier, il y a eu un rassemblement des chefs d'État de cette communauté-là. Et donc, normalement, le Rwanda était censé prendre la tête ou la présidence de cette organisation. Mais vu la situation sécuritaire en RDC et donc des argumentaires des représentants de la RDC qui étaient présents à ce regroupement-là, l'organisation a dû reconduire la présidence de la Guinée équatoriale pour 1 an encore. Et ce qui n'a pas été du goût du Rwanda qui a décidé désormais de quitter cette organisation. Alors, le Rwanda est quand même un tout petit pays, on parle d'un peu plus de 26 000 km², mais c'est un pays qui pèse énormément pour ce qui est de l'économie dans cette région-là. Ce qui fait que même si le Rwanda se retrouvait seul dans cette région, parce que quand on parle de le Rwanda qui se retire de cette communauté, on voit beaucoup plus un isolement. Mais là également, il y a un piège parce que le Rwanda ne faisait pas uniquement partie de cette communauté-là. Depuis 2007, le Rwanda a déjà rejoint l'EAC, la communauté des États de l'Afrique de l'Est, et ce qui fait que le Rwanda ne se retrouvera pas seul parce que déjà dans ce même cadre, le Rwanda collabore déjà avec les États comme le Kenya et la Tanzanie pour ce qui est de l'exportation ou de l'importation des produits. Et également, la question sécuritaire pour laquelle le Rwanda a dû quitter la CEEAC, je pense que la même question risque de se poser de l'autre côté également parce que
l'EAC également a pour membre ces deux États qui sont en conflit actuellement. Je veux nommer la RDC et le Rwanda. Et donc, il faut déjà un travail à fond au niveau de cette région-là pour que les acteurs importants qui sont là arrivent à concilier les deux États pour ce qui est de l'intégration. Parce que au-delà des différences qu'on a, je pense que les peuples ont beaucoup plus besoin de cette intégration pour pouvoir fructifier leurs activités et pour pouvoir faire beaucoup plus de profit. Parce qu'il y a également ces aspects de différenciation qu'on observe pour ce qui est de l'intégration. Mais je pense que les acteurs de cette région doivent pouvoir prendre les choses en main désormais. Merci à vous. Alors, Régis Arrossi, hein, le CEAC, alors, la CEAC, pardon, est-elle encore un cadre viable de dialogue et d'intégration alors que ses membres continuent de manifester ouvertement sa neutralité? Par rapport à la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, est-ce que cette communauté est viable? C'est assez compliqué de pouvoir opiner sur la question comme cela, mais une chose est sûre, quand on fait une certaine comparaison avec les autres mécanismes d'intégration régionale dans l'Afrique en général, je veux prendre la CEDEAO, la SADC, on voit bien que la CEAC est hautement en arrière. Parce que sur le terrain, on se rend compte que l'intégration économique recherchée n'est pas effective. Une certaine intégration au niveau donc, de la libre-échange des personnes et des biens, ce n'est pas assez avancé comme on aurait pu le voir au niveau de la CEDEAO et au niveau de la SADC. Et donc, je pense que dans une certaine perspective d'analyse, la CEAC a beaucoup de travail à faire encore sur ce plan-là, sur le plan, je vais dire, de l'intégration. Et donc, quand on voit tous ces éléments, on peut donc dire que le retrait du Rwanda de cette communauté n'est pas étonnante, n'est pas étonnant plutôt parce que tous les éléments qui sont contre le Rwanda, ou en tout cas qui ne favorisent pas, qui ne disent pas, qui ne permettent pas au Rwanda de rester, sont assez remarquables. Quand on prend la question entre la RDC et le Rwanda, où la RDC a saisi donc cette communauté pour dire au Rwanda donc de cesser son soutien au groupe rebelle. Le Rwanda considère cela comme une accusation et le Rwanda n'accepte pas forcément ce genre d'accusation, même si sur le terrain il y a des éléments qui pourraient nous aider à prouver, à dire que c'est le Rwanda qui peut-être soutient ces groupes rebelles. Et en dehors de cela, M. Gasson l'a évoqué également, c'est la présidente tournante qui a été refusée au Rwanda. Et donc tout cela est considéré par le Rwanda comme un affront. Et c'est pour cette raison que le Rwanda a décidé de se retirer. Et cela est aussi dû au fait qu'il n'y a pas une certaine interdépendance entre les économies, entre les projets communs des États de cette entité-là, pour que le Rwanda, même avant de réfléchir à sortir, puisse douter. Et là, on s'est rendu compte que le Rwanda a décidé tout juste de sortir et que les conséquences seraient pas assez remarquables, puisque le Rwanda a quand même les armes pour se refaire, que ce soit de manière unilatérale ou que ce soit avec les autres mécanismes dans lesquels le Rwanda se retrouve, comme justement l'UAC. Merci à vous, Régis Arrossi. Le temps qui nous est donné est parti. On va devoir libérer l'antenne. Mesdames et messieurs, c'était 26 minutes en Afrique et dans le monde avec les invités. Nous sommes revenus sur le Mali et le corps africain, une nouvelle ère de partenariat militaire
pour l'Afrique. Vous avez écouté les interventions des invités à ce sujet, également une ouverture rapide sur le départ du Rwanda de la CEEAC, une fracture diplomatique. Eh bien, ils ont également opiné sur la question. Merci de nous avoir suivis. On va rendre l'antenne et on va se donner également rendez-vous pour le dimanche prochain pour une nouvelle édition, un nouveau numéro de 26 minutes en Afrique et dans le monde. Pour le moment, je vais permettre à nos invités de descendre et je rejoins Angèle Toboula pour la suite.